Bah déjà, faudrait qu'elles touchent le même salaire que nous. Donc elles vont rien toucher puisqu'on n'a rien. Non mais si, mais le même salaire que nous, les hommes. Parce qu'elles gagnent pas autant d'argent que nous. Bah non. Ah mais c'est parce qu'elles font pas le même métier aussi. Si, à travail égal, au même poste, elles touchent moins, c'est comme ça. Bah pourquoi? Juste parce que c'est des meufs. Mais c'est pas juste. Épisode 6. Psy au féminin, genre et stéréotypes. La psy, c'est pour les fous. Les psys, c'est pour les fous. La psy, c'est pour les fous. La psy, c'est pour les fous. La psy, c'est pour les fous. La psy c'est pour les fous. Bienvenue sur Éclairage Psy, le podcast qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur la thérapie. Vous écoutez la première série, La psy, c'est pour les fous. Je suis Jeanne Coiffard, psychologue, auteure et podcasteuse. Mon objectif, démystifier le monde de la psy, faire de la santé mentale une priorité et vous montrer que la thérapie est un outil puissant pour mieux se comprendre et avancer dans la vie. Vous avez encore des doutes ? C'est normal. Dans cette saison, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous faire découvrir les coulisses de notre métier pour qu'il n'ait plus aucun secret pour vous. À travers des témoignages et des paroles d'experts, je vous offre une vision claire et sincère du monde de la psy. Si cet épisode vous inspire ou peut aider un proche, n'hésitez pas à le lui partager. Allez, on y va ? Orelsan, dans la série culte Bloqué, le dit très bien. C'est pas juste. Et même si, dans le métier de psy, il n'y a pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes, en revanche, c'est toute la profession qui souffre d'un manque de reconnaissance. Un problème lié en partie à sa forte féminisation. Comme promis, aujourd'hui, on va creuser un peu plus le sujet de la féminisation du métier de psychologue et des stéréotypes de genre qui y sont associés. Impossible, ou plutôt impensable pour moi d'aborder ce thème sans parler de féminisme, parce que, évidemment, c'est complètement lié. Alors, pour éviter tout malentendu, petit rappel. Qu'est-ce que le féminisme au juste ? Comme le dit si bien Aline Baudry-Scherer, créatrice du podcast Le féminisme expliqué à mon beauf, le féminisme, s'il fallait le définir en une phrase, on pourrait dire que c'est la conviction que l'homme et la femme ont la même valeur et doivent donc jouir des mêmes droits et bénéficier du même traitement. J'ai interrogé Aline sur ce qui l'avait poussée à lancer un podcast sur cette thématique en particulier. C'est un podcast que j'ai pensé à partir du mouvement MeToo, quand à cette époque-là, on était nombreux et nombreuses à discuter beaucoup, à parler beaucoup. La parole s'est libérée sur les réseaux, bien sûr, mais je crois que dans les familles et dans les foyers, ça a donné lieu à de nombreuses discussions. Et de mon côté, j'en ai eu quelques-unes avec les hommes de mon entourage et notamment avec mes beaux-frères. Mais je me suis aperçue à ce moment-là qu'il y avait quand même certaines divergences et certains propos de leur part qui me choquaient un peu et qui m'étonnaient, qui me décevaient même. Et finalement, j'ai eu l'impression que les discussions qui sont souvent à table, voire en fin de repas arrosé, n'étaient pas toujours le meilleur moment pour étayer ses points de vue ou pour convaincre, où chacun essaie d'avoir raison, surtout les hommes. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai des connaissances sur le féminisme, notamment. Ça fait 20 ans que je travaille la question. J'ai fait des études de philo et mon mémoire concernait cette question-là. Et donc, je me suis dit, j'ai quelque chose à leur apporter à ces garçons-là. Et je pense que, en tout cas, ceux que je connais et ceux avec qui j'ai discuté, ils n'avaient pas forcément envie de rester bloqués dans leur position. Et pour certains, ils cherchaient vraiment à comprendre. Et donc, ce podcast-là est né de cette envie vraiment pédagogique d'expliquer et de dire, OK, le féminisme, voilà ce que c'est. Et donc voilà, le podcast était une manière simple et accessible de raconter ça sans me faire couper la parole. Donc c'était parfait. Tout au long de cet épisode, on va explorer pourquoi et comment le métier de psychologue est bel et bien une filière féminine, et surtout ce que cela implique. Alors, l'image mentale que j'ai, il y en a deux. Soit, pour moi, un psychiatre, c'est un mec avec des lunettes. Et une psychologue, c'est une psychologue, c'est pas un. Et c'est une femme hyper attentionnée et hyper douce. Alors oui, les qualités d'écoute et d'empathie sont communément attribuées aux femmes. Mais elles n'ont rien d'inné. Il y a toute une histoire derrière cette construction, et croyez-moi, elle est pleine de rebondissements. La psychologie est donc une filière féminine. Le constat actuel parle de lui-même. La plupart des psychologues sont des femmes, et l'écrasante majorité des patients sont des patientes. C'est vrai ça ?
Mais comment ça se fait? Très bonne question que tu poses là. Pour le comprendre, je me suis appuyée sur les travaux d'Alice Olivier, dont je reprends les propos dans le podcast Genre, etc. de Sciences Po. Elle est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Lille et chercheuse associée au Centre de recherche sur les inégalités sociales de Sciences Po. Alice a été invitée pour parler de son ouvrage « Se distinguer des femmes, sociologie des hommes en formation féminine de l'enseignement supérieur », publié aux éditions de la Documentation française. Elle s'est particulièrement intéressée aux 7% d'hommes qui voulaient devenir assistants sociaux et aux 3% d'hommes qui voulaient devenir maïeuticiens. Elle a mené pendant 5 ans une enquête sociologique pour essayer de mieux comprendre leur parcours. Alice Olivier définit ce qu'est une filière féminine ou féminisée. J'ai utilisé 4 critères pour définir ce que j'appelais une filière féminine. Le premier critère, bien sûr, c'est un critère numérique. Donc, c'est des filières très féminisées. Vous l'avez rappelé, dans les études de sage-femme ou d'assistance de service social, on a plus de 90% de femmes. Aujourd'hui, la filière de psychologie compte 86% de femmes. Donc, on peut dire que le critère numéro 1, mentionné par Alice Olivier, est rempli. Ensuite, Alice ? Mais ça me suffisait pas qu'il y ait un critère numérique. Je voulais vraiment que cette filière, elle soit perçue socialement comme associée aux femmes. Et donc, du coup, c'est des filières qui ont historiquement émergé comme pour les femmes, ou des métiers, en fait, plutôt, qui ont émergé comme des métiers pour les femmes. Alors, au départ, la psychologie, comme beaucoup de disciplines, était un monde réservé aux hommes. Charcot, Freud, Jung, William James, ces pionniers façonnaient la discipline pendant que les femmes, elles restaient à la maison. Alors, pourquoi était-ce un domaine uniquement réservé aux hommes ? Pour préparer cet épisode, j'ai pris contact avec Marine Pétroline Soichaux, Chronique du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Notre échange était absolument passionnant, et c'est elle qui me rappelait que les études universitaires étaient jadis réservées aux hommes. Historiquement, les femmes ont été écartées de la production et de la diffusion des savoirs. À partir du Moyen-Âge, les universités se construisaient sans elles, réservées aux hommes, célibataires et, disons-le clairement, souvent misogynes, qu'ils soient religieux ou laïcs. Ils s'appuient sur une idée héritée de l'Antiquité. La biologie limiterait les femmes, les confinant à la maternité et aux tâches domestiques, tandis que les hommes, eux, seraient capables de transcender leurs conditions et de dominer la nature grâce à la culture. Ambiance. Cette vision a ancré l'opposition entre les duos femme-nature et homme-culture. Au XIXe siècle, la séparation entre l'espace public, masculin, et l'espace privé, féminin, s'installe. Surtout dans les milieux bourgeois, mais aussi ouvriers. La femme est cantonnée au foyer, sans accès aux études ou au travail rémunéré. Par contre, elle trime. Ah ça oui. Les femmes ont toujours travaillé, au champ, au foyer, mais jamais sans aucune rémunération. Le Code civil de Napoléon de 1804 renforce cette inégalité, interdisant aux femmes mariées de travailler, d'étudier ou de voyager sans le consentement de leur mari. Sympa, non ? That is lovely. En 1861, Julie-Victoire d'Aubier devient la première femme à obtenir le bac, qu'elle a préparé seule, mais le diplôme lui a été refusé. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? À ce moment-là, l'université est toujours interdite aux femmes. En 1880, la loi Camille C crée les lycées de jeunes filles, mais celles-ci y suivent un programme différent de celui des garçons, et le baccalauréat et l'université ne leur sont toujours pas accessibles. L'accès aux études pour les femmes n'allait donc pas de soi et a été un véritable combat. Les 2 guerres mondiales ont eu pour effet de changer un peu les choses. Les hommes étant pour beaucoup partis au front, les femmes ont été dans l'obligation d'endosser des rôles et de prendre des postes dont elles avaient été exclues jusque-là. C'est pas trop tôt, on va pouvoir enfin travailler correctement. La Seconde Guerre mondiale accélère la transformation des rôles sociaux des femmes en Europe. Et à partir des années 1950, l'accès aux études supérieures commence à se démocratiser pour les femmes. Petit rappel historique ici. Les femmes n'obtiennent le droit de vote qu'en 1945. Le droit d'ouvrir un compte bancaire en 1965. Avant cette date, elles étaient considérées comme juridiquement subordonnées à leur mari. En 1967, il y a autant de bachelières que de bacheliers. Nous comprenons maintenant pourquoi, à la fin du 19e siècle, début 20e, les hommes étaient les seuls acteurs et auteurs dans ce domaine. Mais à votre avis, qui étaient les personnes avec qui travaillaient ces précurseurs de la psychologie ? Attends, je te vois venir. Je suis sûr que la réponse est des femmes, évidemment. Eh oui, bien vu. Prenons Jean-Martin Charcot, par exemple. Ce grand neurologue français, considéré comme le père de la neurologie moderne, a largement contribué à l'étude des troubles psychologiques à travers ses célèbres « Leçons du mardi » à l'hôpital de la Salpêtrière. Je vous laisse deviner qui il suivait ? Eh oui, des femmes, souvent issues de milieux populaires et qui souffraient d'hystérie, que le médecin attribuait à un dérèglement de l'utérus. Ces séances étaient une sorte de spectacle médical où Charcot présentait ses patientes à un auditoire d'étudiants
et de collègues. Il utilisait l'hypnose pour faire apparaître les symptômes. C'était un peu le show de l'époque, où l'on montrait les manifestations physiques de l'hystérie. Convulsions, paralysie, état de transe, tout y passait. L'hystérie était à l'époque presque exclusivement attribuée aux femmes, renforçant ainsi des stéréotypes de genre qui ont perduré dans le domaine médical. C'est drôle comme les gens simples se font des idées étonnantes sur les femmes. De nos jours, ne dit-on pas encore « c'est bon, fais pas ton hystérique » pour désigner la colère ? Parmi les spectateurs de ces shows pour le moins sexistes, il y avait Monsieur Sigmund Freud. Freud, encore lui ? Oui, le même Sigmund Freud a suivi le chemin tracé par Charcot en gardant cette idée que l'hystérie avait des origines psychiques. Mais fidèle à lui-même, il a décidé de pousser l'exploration un cran plus loin en essayant de comprendre ce qui se passait dans l'inconscient de ses patients. Et devinez quoi ? Là encore, ses premières patientes étaient des femmes, mais cette fois-ci, des bourgeoises viennoises souvent diagnostiquées d'hystériques. Sympa, non ? Freud leur offrait un espace où elles pouvaient parler librement de leurs expériences. Et c'est comme ça qu'il a développé sa fameuse méthode, la psychanalyse. Je vais vous donner un exemple que j'apprécie particulièrement, celui de Anna O, alias Bertha Pappenheim pour les intimes, l'une de ses patientes les plus célèbres. Elle souffrait de paralysie et d'autres symptômes mystérieux que la médecine de l'époque ne pouvait pas expliquer. Freud et son collègue Breuer ont proposé que ces symptômes étaient liés à des traumatismes refoulés. Carl Jung, quant à lui, a d'abord suivi les traces de Freud avant de tracer sa propre route théorique. Ses premiers patients dans une clinique psychiatrique en Suisse étaient en grande partie des femmes, mais aussi des patients atteints de psychose sévère comme la schizophrénie. Plus tard, il a développé sa clientèle privée, attirant une élite intellectuelle. Cette fois-ci, il y avait des hommes et des femmes, mais toujours avec cette idée que les femmes étaient particulièrement sensibles aux troubles psychiques. Jung, tout comme Freud, pense que les conflits inconscients et les fameux archétypes pouvaient expliquer pas mal de maux psychologiques. Et qui servait souvent d'exemple clinique ? Vous l'avez deviné, encore et toujours des femmes. Donc oui, même si ces messieurs de la psychologie ont largement dominé la scène, les femmes étaient au cœur de leurs travaux, que ce soit en tant que patientes, sujet d'étude, ou même source d'inspiration pour leurs théories. De ce fait, le deuxième critère proposé par Alice Olivier est également rempli. Aujourd'hui encore, dans les cabinets de psychologues en libéral, la majorité des consultations concernent des femmes. Mais bonne nouvelle, les hommes osent de plus en plus franchir le pas pour venir nous consulter. Plutôt rassurant, non ? Mais alors, comment les femmes sont-elles arrivées à exercer ce métier ? Comment sont-elles passées du divan du patient au fauteuil du psy ? Les guerres étant passées par là, comme on l'a vu, les femmes ont eu l'occasion donc de sortir de leur maison pour occuper des postes laissés vacants par les hommes. C'est ainsi qu'elles se sont retrouvées aussi peu à peu sur les bancs de l'université. Et là, plusieurs d'entre elles ont vraiment marqué la psychologie et redéfini le domaine. Anna Freud, par exemple, vous l'aurez deviné, fille de Sigmund, a poursuivi le travail de papa Freud en développant la psychologie de l'enfance. Karen Horney, elle, a osé critiquer Freud, et a introduit des concepts révolutionnaires sur l'anxiété et la sexualité féminine au moment des années folles. D'ailleurs, il fallait l'être, un peu folle, pour critiquer Freud à cette époque. Bravo Karen. Puis, il y a eu aussi Elisabeth Kubler-Ross, qui a complètement changé notre manière de comprendre le deuil avec ses fameuses 5 étapes. Grâce à elle, les soins palliatifs sont devenus plus humains. Mary Ainsworth, quant à elle, a bouleversé la théorie de l'attachement avec ses recherches sur les relations parents-enfants. La fameuse méthode de la situation étrange, parue en 1970. La théorie de l'attachement est toujours très utilisée aujourd'hui et fait d'ailleurs partie des postulats théoriques de la thérapie LIICV que je vous ai déjà présentée. Plus tard, dans les années 80, Carol Gilligan a montré que les femmes abordent les dilemmes moraux différemment, relevant les biais de recherche précédents. Merci Carol. Chacune de ces femmes a apporté sa pierre unique à l'édifice de la psychologie moderne, ouvrant des perspectives encore inexplorées. Donc, avec les années et l'accès au savoir et aux universités, le métier a intéressé de plus en plus de femmes. Et aujourd'hui, dans certains pays, comme en France ou aux États-Unis, les femmes sont majoritaires en psychologie. Et c'est pas juste un changement de chiffre, c'est un vrai changement de perspective. Voilà, le deuxième critère mentionné par Alice est donc doublement rempli. Alors, pour résumer, le critère numéro 1 présenté par Alice Olivier est rempli. La majorité des psychologues sont des femmes. On l'a vu,
Elles représentent 86% des professionnels. Et le critère numéro 2 est également rempli, puisque la plupart des personnes qui viennent consulter sont des femmes. Mais il en reste 2, si j'ai bien suivi. Ce sont des métiers, et du coup, a fortiori des filières de formation, qui ont des compétences techniques et symboliques, et puis qui nécessitent un certain nombre de dispositions de la part des professionnels, qui les placent du côté de ce qui est associé aux femmes et au féminin. Donc par exemple, vous avez parlé du care, de douceur, l'écoute, l'empathie, l'accompagnement des personnes, tout ça, c'est un certain nombre de compétences professionnelles qu'on associe plutôt aux femmes ou au féminin. La psychologie est donc devenue un véritable terrain de jeu où les femmes pouvaient enfin faire entendre leur voix. Surtout grâce au mouvement féministe du XXe siècle. Elles y ont trouvé un espace pour aborder des sujets essentiels comme la famille, les relations humaines ou encore la condition féminine. Ces mouvements ont encouragé les femmes à occuper des espaces professionnels où elles pouvaient non seulement exercer leurs compétences relationnelles et intellectuelles, mais aussi remettre en question les idées reçues et les rôles de genre. Du coup, la psychologie est devenue un lieu où les femmes pouvaient se poser en expertes et contribuer à changer notre façon de comprendre les émotions et les comportements humains. Et c'est dans ce contexte que le métier s'est féminisé. La psychologie offrait un terrain où les femmes pouvaient vraiment apporter du neuf, tout en faisant évoluer les mentalités. Vous avez déjà sûrement entendu dire, ou peut-être le pensez-vous vous-même, que les femmes sont naturellement plus à l'écoute et plus empathiques. Mais en réalité, ce sont des compétences humaines, tout simplement. Ce n'est pas réservé à un genre en particulier. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, on associe souvent ces qualités aux femmes. Probablement parce que, historiquement, elles ont été encouragées à occuper des rôles de soins et d'accompagnement dans la famille comme dans certaines professions. La psychologie offrait donc une continuité logique à ces qualités, mais il est crucial de comprendre que tout le monde peut développer ses compétences, hommes comme femmes. Toutes ces attitudes dites féminines et dites masculines qui peuvent passer pour naturelles parce qu'on a vraiment l'habitude de les voir et de les vivre au quotidien, sont en fait construites par l'éducation, par l'école, par les films, par la société, par un ensemble de choses. Et c'est ça qu'on essaie de transformer, non pas pour que les garçons se transforment en filles et les filles se transforment en garçons. C'est pas l'idée. C'est juste pour pouvoir avoir chacun et chacune des compétences, des qualités qui soient les mêmes pour tous. Si on décide que le courage, c'est quelque chose de positif, ça peut l'être pour tout le monde. Et si on décide que l'écoute, c'est quelque chose de positif, ça peut l'être pour tout le monde. En fin de compte, si la psychologie est devenue une filière féminine, c'est en grande partie à cause des dynamiques sociales et historiques. Mais ces qualités ne sont pas intrinsèquement liées à un genre. La psychologie, comme beaucoup d'autres disciplines, nécessite des compétences variées et chacun peut y apporter sa propre sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a plus de psy-femmes que hommes et finalement, ça paraît pas si étonnant quand on voit ça. À quoi c'est dû ? Je crois que encore une fois, c'est lié à justement l'éducation, à la culture, au fait que on demande aux hommes de ne pas exprimer leurs émotions et l'écoute n'est pas vraiment une caractéristique masculine. Les hommes sont dans l'action, doivent être dans l'action. Encore une fois, tout ça est construit pour moi. Mais quand les femmes peuvent être plutôt dans justement l'écoute et la parole. Il y a une attitude attendue des femmes qui est passive, même si l'écoute n'est pas si passive. On parle d'ailleurs d'écoute active très souvent. Et les hommes vont être dans l'action. Ce que je crois, c'est donc que on encourage les petits garçons à jouer au foot dans la cour, toute la place dans les cours d'école, au milieu, c'est les garçons qui jouent au ballon, les filles sont autour à discuter. Alors, c'est très dommage aussi parce que ça les empêche eux certainement d'avoir accès à un certain nombre de compréhension du monde, de compréhension des autres, de compréhension de leurs pères, de leurs proches et des femmes notamment, et de leurs propres émotions aussi. Donc c'est sans doute un manque. Après, à l'inverse, c'est aussi très très dommage de pas pousser les femmes un peu plus à l'action justement parce que ça nous met aussi il nous manque aussi certainement ensuite en grandissant ce côté justement actif, cette faculté à pouvoir se défendre. Par exemple, on parle beaucoup d'agression où les hommes, un homme agresse une femme va avoir besoin d'un autre homme pour la défendre. En fait, c'est dommage parce que quand on sait faire du Krav Maga, on peut se défendre toute seule. C'est pas forcément, on ramène souvent ça à la force physique qui est plus grande chez les hommes que chez les femmes. Il me semble que quand on sait se battre et qu'on n'a pas peur en fait
de foncer, de crier, de taper. On peut parfaitement se défendre et ça va pas du tout être une histoire de poids ou de taille. Et c'est ça tout le nœud du problème, c'est-à-dire qu'on a autorisé dès tout petit les garçons à prendre cette place-là et à s'exprimer physiquement et pas aux filles. Une fille qui crie trop fort ou qui court trop vite ou qui grimpe trop aux arbres. Alors heureusement, ça évolue, hein, c'est assez cliché, mais pendant longtemps, elle a quand même été, on lui a quand même demandé un petit peu d'être plus calme. Du coup, pas du tout étonnant à terme que ces métiers de soins et d'écoute et d'attention aux autres soient exercés par des femmes plus que par des hommes. Aline vient donc de nous expliquer que le fait d'attribuer des qualités ou compétences à un genre est une construction. Ça n'a absolument rien d'inné. Dis donc, ça rappelle un peu le débat entre Piaget et Chomsky sur l'acquisition du langage, cette affaire. Les constructivistes contre les innéistes. Ça, c'est pour ceux qu'on la rêve. Aline nous parle des travaux qui ont mis cette théorie du genre en évidence. Il y a un essai qui est très intéressant là-dessus, qui est pas tout jeune, de Elena Gianni Bellotti, c'est une italienne, comme son nom l'indique, qui s'appelle Du côté des petites filles. Je crois que c'était écrit dans les années 70, donc effectivement, c'est assez vieux. Mais une sociologue qui étudie justement les comportements des petits garçons et des petites filles dès tout petits, à l'école maternelle, dès 2-3 ans, et le comportement aussi des instits. Qui sont souvent des femmes d'ailleurs en école maternelle. Et donc elle note ça hein, de façon très très carrée et il n'y a pas elle essaie de sortir de l'affect évidemment. Et elle constate que les comportements des instits changent totalement vis-à-vis des petites filles et vis-à-vis des petits garçons. Et en fait cet essai-là, il est vraiment passionnant. On en sort en se disant ah ok, j'avais pas capté. On donne plus à manger aux petits garçons, bébés, qu'aux petites filles, bien souvent. Et alors en classe, on donne plus la parole aux petits garçons qu'aux petites filles. On demande plus aux petites filles de ranger la classe qu'aux petits garçons. On demande aux filles de surveiller la classe, alors un peu plus grande, hein, si le prof doit sortir, plutôt que garçon. Et toutes ces attitudes-là, elles sont implicites. Évidemment, elles sont pas réfléchies et volontaires de la part des instituts ou des profs, mais elles sont, on va supposer des filles qu'elles sont plus sages de toute façon, donc ça va être plus facile de gérer la classe ou d'aider leurs petits camarades à travailler. Alors que les garçons qui sont turbulents par nature, suppose-t-on, eh ben on peut pas leur demander ça, ou alors on va les punir certes plus facilement parce que ils font trop de bazar, mais on considère quand même que c'est normal en fait. Les garçons sont turbulents, les filles sont sages. Et en fait cette idée-là, qui est un peu préconçue, elle est là dans la tête des instituts, donc forcément ils la transmettent aux enfants qui sont des éponges comme chacun sait et qui vont reproduire les comportements qu'on attend d'eux forcément. Il y avait une autre étude là-dessus, alors je ne saurais plus de quelle origine, mais je me souviens de ce truc-là aussi qui était assez marquant à propos d'un bébé. On montre à une population adulte la vidéo d'un bébé qui pleure. À certains, on va dire c'est une fille, à d'autres, on va dire c'est un garçon. On parle de la même vidéo. Et commenter cette vidéo-là. Le bébé qui pleure, les gens qui croient que c'est un garçon vont dire « Ouh là là, quel caractère, il est en colère, dis donc, il est vénère ». Les personnes qui pensent que c'est une fille, hommes et femmes, vont dire « Oh là là, la pauvre bichette, elle est triste, elle a du chagrin ». Et ça, je trouve que c'est assez frappant. Enfin, il n'y a pas de meilleure preuve pour expliquer à quel point on attend des petits garçons et des petites filles des comportements différents. Un bébé, c'est un bébé, donc s'il pleure, en l'occurrence, c'est elle-même en plus. Donc, soit il a faim, soit il est vénère, soit il est triste, soit il a besoin d'un câlin, on n'en sait rien. Ce que nous explique Aline à partir de ces 2 études scientifiques est vraiment très intéressant. En gros, dès le plus jeune âge, les adultes se comportent différemment envers les garçons et les filles, et ce, dès le plus jeune âge. Aurélie, neuropsychologue que nous avons déjà entendue plusieurs fois, nous donne une illustration parfaite de ce que vient de nous expliquer Aline. Elle explique sur un plan très personnel les effets de cette insidieuse différence de traitement dans sa fratrie et l'impact que cela a eu dans son rapport au travail. J'ai des parents vraiment soutenants et éduqués, mais on est 4 filles et un garçon. Les 4 filles ont fait des boulots soit artistiques, soit social, et le garçon a fait ingénieur. Donc je peux pas croire qu'il y a aucune de nous 4 qui avait c'était même pas une possibilité en fait. Maintenant que j'ai une petite fille de 9 ans, vraiment j'essaie de l'éduquer à autrement quoi. Et systématiquement quand je dis on monte dans un avion, elle me dit ouais le pilote, et elle me dit non maman ça peut être la pilote.
Donc elle a vraiment, mais vraiment, et je suis contente de ça parce que pour moi, dans mon schéma encore, à l'époque, c'était pas écrit que les filles faisaient des jobs, vraiment, je pense que fondamentalement, c'est pas dans notre mindset, quoi. C'est les garçons qui avaient des postes à responsabilité. Voilà. Donc je pense que ça met du temps à détricoter. Et puis les hommes ont quand même de manière générale, des postes où ils gagnent mieux leur vie. Enfin, ça, on en parlait, mais je veux dire, comme tu disais, c'est des métiers féminisés, donc c'est des métiers où c'est compliqué de revendiquer d'être payé correctement, en fait. C'est du bricolage. Et ça, c'est un des points que j'ai trouvé fatigant aussi au début. J'ai l'impression de bricoler. Ce qui est intéressant à noter, c'est que des compétences comme l'écoute et l'empathie, essentielles en psychologie, ont été historiquement sous-valorisées sur le plan financier. Pourquoi ? Justement, parce qu'elles sont vues comme des qualités féminines, donc moins techniques et donc moins bien rémunérées. Prenons les ingénieurs, une filière majoritairement masculine. En début de carrière, leur salaire médian tourne autour de 35 000 € par an. À titre de comparaison, les psychologues, dans une filière féminine, comme on l'a vu, démarrent péniblement à 22-25 000 € par an. Pourtant, le niveau d'études est le même. Bac plus 5. Alors oui, d'un côté, on a une filière technique, dominée par les hommes, et de l'autre, une filière basée sur des compétences relationnelles et émotionnelles. Et là, dès le départ, la différence de salaire est flagrante. Orelsan avait raison, ce n'est pas juste. Autant dire que les psys ne sont pas prêtes à s'offrir des vacances au soleil en plein hiver. On voit ça d'ailleurs dans beaucoup de métiers de soins. Infirmière, sage-femme, assistante sociale, enseignante. Pourtant, l'écoute et l'empathie ne sont pas des qualités naturelles, mais de véritables compétences professionnelles. Accueillir la souffrance, poser les bonnes questions, accompagner des personnes dans des moments éprouvants, c'est loin d'être facile. Et pourtant, parce qu'on associe ces qualités à un stéréotype de ce qui serait féminin, elles ont été sous-valorisées. Ce qui explique en partie pourquoi la psychologie, surtout dans le secteur public, est souvent mal rémunérée. En gros, on a tendance à sous-estimer ce qui touche aux émotions et aux relations humaines, alors que c'est tout aussi complexe que d'autres compétences mieux payées. Un des effets de la féminisation de la psychologie, et c'est pas très réjouissant, c'est qu'elle peut entraîner une baisse du prestige perçu de la profession. C'est un phénomène qu'on a déjà observé dans d'autres secteurs très féminisés, comme l'enseignement ou les métiers de soins, et qu'on observe de plus en plus en médecine. Eh oui, en médecine. Marine m'a aussi expliqué lors de notre échange que quand un métier devient majoritairement exercé par les femmes, il arrive souvent que son statut social et sa reconnaissance en prennent un coup. Et c'est ce qui arrive actuellement dans le domaine de la médecine. Et qui dit baisse de prestige, dit aussi baisse de salaire, comme si le fait qu'il y ait plus de femmes dans un domaine réduisait sa valeur aux yeux de la société. C'est dingue, non ? Ce qui est évidemment absurde, parce que ces professions reposent sur des compétences ultra importantes. Mais c'est un vrai problème, parce que ça peut finir par saper la reconnaissance financière et symbolique du métier, malgré l'importance qu'il a pour le bien-être collectif. On pourrait alors penser que si le métier de psychologue arrivait à attirer davantage d'hommes, il pourrait être revalorisé. Il n'en est rien. Que nenni. En fait, on pense souvent que masculiniser le travail de care, notamment, ça pourrait permettre de le revaloriser socialement. Parce que le travail de care, le travail de soin est globalement assez peu reconnu. Et moi, j'ai beaucoup entendu ça pendant mon enquête, que c'était bien qu'il y ait des hommes qui viennent parce que ça va revaloriser ce travail aux yeux de la société. On peut effectivement imaginer que s'il y avait plus d'hommes, beaucoup plus d'hommes, s'il y avait un changement massif, ça participerait un peu à changer l'image du travail de care. Mais moi, ce que je trouve que cette recherche, elle montre, c'est que tant que on fait venir des hommes et qu'on les apprécie, entre guillemets, en tant qu'hommes, c'est-à-dire qu'on attend d'eux des rôles plutôt socialement associés aux hommes et que eux se prennent ces positions-là, finalement, ça change pas vraiment le problème parce que ça va juste déplacer un petit peu les inégalités, mais ça ne revalorise pas du tout le travail des femmes si, en fait, on les renvoie encore plus à « Ah ben non, c'est pas pareil que les hommes qui font cet exercice-là, etc. » Donc j'ai l'impression que pour revaloriser ce travail et pour faire reconnaître l'importance du travail de care, il faut surtout travailler en fait la représentation des métiers, des occupations du care en montrant que les compétences ne sont pas naturelles pour personne, que c'est des compétences professionnelles qui s'acquièrent en formation, sur le terrain, etc. Pour les femmes comme pour les hommes, on a souvent tendance à penser que c'est plus naturel pour les femmes. Et à partir de là, peut-être qu'il y aura plus d'hommes, mais à la limite, c'est pas tellement l'objectif nécessaire, c'est plutôt de faire connaître et reconnaître le travail de soin aux autres. Un autre point qui illustre bien cette dynamique, c'est la faible représentation des femmes dans les postes à haute responsabilité, notamment dans les universités.
Même si les femmes sont majoritaires en psychologie, elles restent sous-représentées quand il s'agit des postes de professeurs titulaires ou de direction. Par exemple, en Europe, seulement 24% des professeurs sont des femmes, alors qu'elles sont nombreuses à exercer la psychologie au quotidien. Ce sont encore majoritairement les hommes qui occupent les positions de pouvoir et de prestige académique. Et là, ça fait écho à ce qu'on disait sur la sous-valorisation des compétences dites féminines. Moins de femmes dans les postes clés, ça contribue à maintenir cette image de métier moins prestigieux et donc des salaires plus bas. C'est vrai que quand on pense psy, d'abord on pense Freud, quand on n'y connaît pas grand-chose, qui a été quand même pas mal remise en question ces dernières années. Les psys célèbres, les grandes figures sont souvent des hommes. C'est pareil en cuisine, pareil, alors que la cuisine du quotidien, ce sont les femmes qui la font. Pareil en couture, voilà, c'est pareil dans de nombreux domaines. Voilà, tous ces métiers qui, dès lors qu'ils deviennent artistiques, en fait, artisanaux sont faits par des femmes et artistiques sont faits par des hommes. La haute couture, les champions de la haute couture, ce sont des hommes. Les champions de la haute cuisine, ce sont des hommes. La psychologie, effectivement, érigée comme art, ce sont des hommes. Est-ce que c'est étonnant? Je sais pas. Parce que on est tellement habitué à ça. Mais c'est en tout cas assez désespérant. Dans le secteur public, comme les hôpitaux ou l'éducation nationale, les écarts de salaire sont en théorie moins marqués grâce aux grilles salariales. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Les hommes ont souvent tendance à gravir les échelons plus rapidement et donc à accéder à des postes de responsabilité mieux payés, ce qui crée une forme d'inégalité. D'ailleurs, en France, l'INSEE nous rappelle que globalement, les femmes gagnent encore environ 16% de moins que les hommes, tous secteurs confondus. Même si ce chiffre n'est pas spécifique à la psychologie, il reflète une tendance générale qui peut très bien toucher ce domaine aussi. L'image du psy, c'est plutôt un homme, étonnamment. La figure d'autorité du psy, c'est l'homme. Le fait aussi que les psys femmes soient moins bien payées que leurs homologues masculins, comment ça se fait? Le problème de l'argent, alors c'est le cas dans toutes les professions, les femmes sont moins payées que les hommes globalement. Et chez les psys, on est souvent sur des métiers, les psys sont à leur compte, donc il faut gérer toute seule cette histoire de paiement. Il faut demander de l'argent en fait. Il faut estimer sa propre valeur. Et ça, c'est aussi une immense difficulté. Et ça, je crois que c'est très, très, très compliqué pour beaucoup de femmes. Alors, encore une fois, c'est une histoire de construction. C'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. C'est où ça commence et où ça se termine. Moins on valorise le travail féminin, moins les femmes valorisent leur travail. Notamment, je pense aussi au travail domestique, qui est évidemment pas payé. Enfin, évidemment, c'est pas si évident partout, mais en fait, depuis toujours, les femmes à la maison s'occupent des tâches ménagères, du soin des enfants, etc. Alors oui, bien sûr, not all men, ça change, blablabla. Mais c'est quand même majoritairement le cas, et ce travail-là, il a jamais été rémunéré. Alors d'un coup, pourquoi on me paierait pour écouter des gens? Alors que je le fais en plus avec passion, avec plaisir, avec envie. Je peux pas en plus demander à être payé, quoi, ou juste le minimum, ok, pour vivre, mais enfin, je vais quand même pas non plus abuser de ça, quoi. Et est-ce que pour les hommes c'est un problème? Et c'est pas un reproche que je fais, bien au contraire. Non, parce que ils ont su apprendre déjà que l'argent c'était pas sale, qu'il fallait. Il y a certainement ce truc-là aussi d'être le pater familias, l'homme qui gagne de l'argent et qui va chasser pour nourrir son foyer. C'est une charge créée par le patriarcat masculine. C'est d'abord une charge masculine. Je dois gagner ma vie, donc je dois aussi avoir de l'ambition et me battre vis-à-vis des autres pour apporter ma part du gâteau et donc défendre ça. Et c'est plutôt honorable, je crois, chez un homme en général, de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, ouais, voilà, c'est un honneur, ouais, de pouvoir dire qu'il vaut de l'argent, qu'il en gagne beaucoup et qu'il est capable de subvenir aux besoins de sa famille. Quand pour une femme, ça reste secondaire. La féminisation du métier de psychologue et par extrapolation des métiers du care et de la relation d'aide est un sujet absolument fascinant qui, comme on l'a vu, prend racine à différents moments et différents endroits. Elle soulève donc des questions complexes, et notamment celle de la valorisation des compétences et des métiers. Alors, comment continuer à faire évoluer ce métier tout en lui redonnant le prestige et la reconnaissance qu'il mérite? J'ai ma petite idée, mais ça, on en parlera au prochain épisode.
La psy. C'est pour les fous. Et pour le mot de la fin, je laisse Aline nous poser une question ouverte. Est-ce que les hommes, dans ce monde qu'ils nous ont construit, n'ont pas aussi un peu à prendre des femmes? Encore une fois, on parle pas de fonctionnement naturel, mais de cette empathie, de cette attention aux autres. Est-ce qu'on est obligé d'avoir que les dents qui rayent le parquet et une ambition démesurée Pas forcément. C'est bien aussi d'avoir de l'empathie, de faire gaffe à ceux qui ont moins. Encore une fois, j'ai pas la réponse de comment on construit le monde, parce que sinon je serais présidente. Mais ouais, je trouve qu'il faut faire gaffe à ça et que c'est vachement bien. Et on l'a beaucoup fait dans les années 80. C'est le symbole de la working girl, voilà, qui prend le pouvoir et c'est chouette. Enfin, c'est important d'avoir ces modèles-là et de pouvoir montrer qu'on peut aussi arriver à des postes de direction, etc. Au contraire, quoi. Et en même temps, est-ce que c'est nécessairement aux femmes de grimper, au féminin de se hisser, entre guillemets, vers des fonctionnements et des valeurs masculines, ou est-ce qu'on pourrait pas, et en fait, surtout, il s'agit de se hisser? Il y a cette histoire de qui est en haut, qui est en bas, en fait. On doit grimper pour atteindre le niveau des hommes. Et ça veut dire que si les hommes ont plus d'empathie, ou plus de douceur, ou plus de machin, ils baissent, ils descendent. Je crois pas, en fait. On se rapproche, disons qu'on est d'un côté et de l'autre et qu'on se rapprocherait du centre. Enfin, que c'est peut-être pour ça que finalement les boulots féminins sont moins bien payés, parce qu'on descend. Quand on va vers le féminin, on descend. Et nous revoilà à la définition du féminisme. En fait, c'est ça qu'on veut transformer, quoi. On monte vers le masculin, on descend vers le féminin. C'est quand même aberrant, quoi. Et on peut concevoir que quand on est une femme, ça nous agace un tout petit peu. Rencontrer ces femmes passionnantes et me pencher sur l'écriture de cet épisode m'avait donné matière à réfléchir. Je pense évidemment que les hommes et les femmes devraient être traités de la même manière, et ce, dès le plus jeune âge. Mon développement a été influencé par ces rôles genrés et ces schémas bien ancrés. Sérieusement ? Pourquoi avais-je choisi des études dans un domaine qui, soyons honnêtes, n'est ni valorisé, ni payé à sa juste valeur? Peut-être que quelque part j'avais intégré l'idée que ce n'était pas à moi, en tant que femme, de porter la lourde responsabilité de subvenir aux besoins du foyer. Ce qui est drôle, c'est que, malgré mon discours sur l'autonomie des femmes, c'est mon compagnon qui a toujours été celui qui subvenait majoritairement aux besoins de la famille. Et je dois avouer que ça m'arrangeait bien. Ça me permettait de continuer à exercer un métier que j'aime, mais sans vraiment pouvoir en vivre. Par contre, comme il bossait beaucoup et gagnait plus que moi, c'était donc à moi de gérer la maison et les enfants. Évidemment, sans rémunération pour tout ce travail invisible. Donc mes journées étaient un enchaînement de prise en charge, mes patients, mes enfants, ma famille. Et devinez quoi ? Au milieu de tout ça, j'ai complètement oublié de prendre soin de moi. Mais ce sujet, je le garde pour un prochain épisode. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Pour soutenir ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un commentaire. Ça m'aide à me faire connaître. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description. Au fait, je suis l'auteur d'un livre qui raconte comment se libérer de sa famille dysfonctionnelle grâce à la thérapie. Si vous pensez que ce livre peut vous aider ou être utile à l'un de vos proches, alors n'hésitez pas à vous le procurer. Et si toutefois j'ai réussi à vous convaincre de commencer une thérapie, mais que vous ne savez pas qui aller voir, réservez dès maintenant votre consultation d'orientation thérapeutique sur mon site internet. J'en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette série. Le montage a été fait par Anastasia DeSantis du studio Storia. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.